Si vous avez l'habitude d'observer le comportement de votre compagnon à quatre pattes ou d'autres animaux, lorsque le poids du monde semble écraser vos épaules, vous vous êtes sûrement déjà demandé si ce rapprochement silencieux n'était qu'une simple coïncidence. Explorons ce que la science et la philosophie ont à nous d'autres sur cette connexion. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une journée éreintante. L'une de ces journées où l'esprit pèse bien plus lourd que le corps. Vous vous asseyez sur le canapé, vous cachez votre visage entre vos mains et, sans émettre le moindre son, vous sentez une truffe fraîche frôler votre bras ou un regard fixe, attentif et silencieux posé sur vous depuis l'autre bout de la pièce. C'est une scène du quotidien, vécue par des millions de personnes, mais elle recèle un mystère profond. Savent-ils vraiment ce que nous ressentons ? Ou ne faisons-nous que projeter nos propres carences affectives sur des réactions purement mécaniques ? Si vous êtes fasciné par l'idée de questionner notre réalité et de chercher ce qui se cache juste sous nos yeux, abonnez-vous à la chaîne pour explorer ces frontières ensemble. Après tout, la réponse à cette question pourrait bien bouleverser de fond en comble notre relation avec le monde vivant. Pour tenter de décoder cette énigme, les éthologues ont dû mettre au point des protocoles rigoureux afin de mesurer l'esprit animal sans tomber dans le piège du sentimentalisme. L'une des expériences classiques les plus marquantes de la psychologie comparée est le paradigme dit du pleur versus bourdonnement. Le test consistait à placer des animaux dans une pièce face à un être humain, qui pouvait être leur humain de référence ou un parfait inconnu. À un moment précis, cette personne se mettait à simuler des pleurs. Lors d'une autre phase du test, elle émettait un simple son neutre et continu, comme un bourdonnement monotone. Les résultats ont dessiné une ligne de fracture nette au sein de la communauté scientifique. Alors que la plupart des animaux ignoraient ou fuyaient le bruit artificiel du bourdonnement, une part très spécifique et surprenante d'individus, en particulier les chiens domestiques, ne se contentaient pas de se tourner vers la personne qui pleurait, mais s'approchait activement d'elle, adoptant des postures corporelles de soumission et d'apaisement. Pendant longtemps, la science orthodoxe a regardé ces résultats avec un immense scepticisme. Sous le prisme du behaviorisme radical qui a dominé le XXe siècle, les chercheurs soutenaient que ce comportement d'aide n'était qu'une illusion d'optique due à notre propre perspective. Ils affirmaient que les animaux fonctionnaient par pur conditionnement associatif. Le chien s'approchait de l'humain triste parce qu'il avait assimilé, par le passé, que les pleurs étaient synonymes d'attention, de caresse ou de nourriture. Ce test classique imposait des règles très anthropocentrées, basées uniquement sur la vue et l'ouïe. Le grand tournant scientifique a eu lieu lorsque les études modernes ont commencé à modifier ces protocoles pour les adapter à la réalité sensorielle et biologique de chaque espèce. C'est alors que nous avons découvert que, loin d'être un simple réflexe conditionné, la perception de la détresse d'autrui est gravée dans le corps même de l'animal, à travers des marqueurs biologiques involontaires, tels que la synchronisation des niveaux de stress et l'activation automatique du système nerveux. Cette complexité va bien au-delà d'une simple réaction immédiate de cause à effet. Elle touche au domaine de la métacognition et de l'autoconscience. Les animaux ne réagissent pas passivement à leur environnement. Ils se révèlent capables d'évaluer des informations complexes et de prendre des décisions basées sur l'état mental des autres. Les chiens, par exemple, utilisent un phénomène neuropsychologique appelé le biais du regard vers la gauche. Lorsqu'ils observent un visage humain, dirigent d'abord leur attention vers le côté droit de notre visage, ce qui correspond à leur champ visuel gauche, là où nos expressions émotionnelles sont précisément les plus marquées et les plus faciles à décoder. Ils recherchent activement l'information. Les félins, quant à eux, s'appuient sur le référencement social. Face à un objet inconnu ou à une situation ambiguë, le chat surveille constamment les réactions de son humain, utilisant sa posture et son ton de voix comme une boussole psychologique pour décider s'il doit explorer les lieux ou fuir pour se mettre en sécurité. Malgré toutes les preuves comportementales et les données recueillies en laboratoire,
la science empirique se hâte vers une limite philosophique infranchissable, théorisée sous le concept de qualia. Dans les années 70, le philosophe Thomas Nagel a posé un dilemme célèbre, en demandant quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris. Nous pouvons cartographier le cerveau de l'animal, décortiquer son système d'écolocalisation et mesurer ses hormones, mais nous ne saurons jamais ce que requiert l'expérience brute, subjective et interne de vivre cette réalité. Il en va de même pour l'empathie interspécifique. Les neurosciences affectives prouvent que les mammifères partagent le même système limbique, incluant l'amygdale et l'hippocampe, qui gouvernent les circuits fondamentaux de la peur, du soin et du jeu. Pourtant, la frontière de la science s'arrête exactement là. Nous pouvons prouver que l'animal décrypte et réagit à notre tristesse, mais nous ne pouvons pas pénétrer dans son intimité pour ressentir le poids exact de ce qu'il éprouve lorsqu'il nous voit souffrir. Cette limite n'a cependant pas empêché un profond changement de paradigme au sein de la communauté académique internationale. Le consensus scientifique actuel a abandonné le déni délibéré des capacités animales pour reconnaître la sentience de manière presque universelle chez les mammifères et les oiseaux. Une reconnaissance qui s'étend désormais aux céphalopodes et aux insectes. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des professionnels du comportement animal considèrent que fermer les yeux sur les similitudes émotionnelles entre les espèces est une erreur scientifique bien plus grave que le risque de l'anthropomorphisme. Dans une perspective évolutionniste, l'intelligence affective n'est pas un interrupteur on-off qui appartiendrait exclusivement aux êtres humains. Elle s'inscrit sur un spectre continu, une longue route biologique sur laquelle toutes les espèces partagent des pans entiers d'un même héritage neurologique. Si la théorie et les données statistiques semblent abstraites, le règne animal nous place fréquemment devant des preuves émotionnelles inexplicables, qui défient toute tentative de réduction à de froides stratégies évolutives. Il existe des rapports détaillés sur des cétacés et de grands mammifères terrestres qui modifient radicalement leur rituel face à la perte d'un membre de leur groupe, portant des corps sans vie pendant des jours ou restant en veille silencieuse. Dans notre quotidien, cette connexion se manifeste de manière invisible dans l'atmosphère. L'odorat des chiens, doté de centaines de millions de récepteurs, leur permet de détalonner des variations infimes de cortisol et d'adrénaline libérées par la sueur et l'haleine humaine lors des crises d'angoisse. Chez les chevaux, ce miroir physiologique est si aiguisé que le rythme cardiaque de l'animal peut se synchroniser avec celui d'un humain proche. Le cheval absorbe l'agitation interne de l'individu et y répond en devenant une véritable éponge affective, offrant un ancrage de calme thérapeutique. Ce sont des comportements qui ne font sens que s'il existe une compréhension profonde de la douleur de l'autre. Cette constatation nous confronte à une implication éthique particulièrement inconfortable. Si les données confirment que les animaux possèdent les mécanismes biologiques et cognitifs pour lire, refléter et absorber notre souffrance, notre relation avec eux dépasse le cadre de la simple curiosité biologique pour devenir une responsabilité morale. Nous savons désormais que le stress chronique d'un tuteur, mesurable par le cortisol accumulé dans ses cheveux sur plusieurs mois, se reflète directement dans les niveaux de stress du chien qui partage son toit. Les animaux médiateurs, qui interviennent auprès de vétérans atteints de stress post-traumatique ou d'enfants autistes, souffrent fréquemment de fatigue de compassion et de stress vicariant, tombant malades à force d'éponger des charges émotionnelles qui ne leur appartiennent pas. La cloison historique que nous avions érigée pour nous couper du reste du monde vivant s'est effondrée. Dès lors qu'ils participent activement à nos peines, la manière dont nous les traitons dans notre société devient l'un des plus grands défis éthiques de notre histoire. Pour mesurer la portée de ce lien, il suffit de se rappeler l'histoire de Washoe, la première chimpanzé à avoir appris la langue des signes américaine. Après avoir traversé une période d'isolement à la suite d'une fausse couche, Washoe a retrouvé l'une de ses gardiennes, qui s'était absentée précisément parce qu'elle venait de perdre son propre bébé.
Lorsque la gardienne lui a expliqué en signe que son enfant était mort, Washoe a immédiatement changé d'attitude. Elle a plongé son regard dans celui de la femme, a incliné la tête et a tracé le signe pour le mot « pleurer », tout en effleurant sa propre joue, démontrant une compréhension instantanée et sans barrière de la détresse humaine. C'est peut-être là que tout commence. Mais qu'en pensez-vous? Après avoir vu tout cela, pensez-vous que les animaux ont conscience de notre tristesse? Répondez par oui ou par non dans les commentaires.